La veille de Noël, un chef d'entreprise millionnaire pense que sa mère est entre de bonnes mains, jusqu'à ce qu'il reçoive un appel désespéré qui est brutalement interrompu. Lorsqu'il rentre inopinément chez lui, il découvre une scène inimaginable qui révèle des années de souffrance cachées sous des apparences parfaites. Mais rien ne le prépare au dernier rebondissement. La femme qu'il aime n'a pas agi seule, et le véritable traître est encore plus proche qu'il ne l'imagine. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. La veille de Noël à Paris apportait avec elle l'arôme incomparable de la brioche de Noël et l'éclat des lumières qui ornaient les rues du 16e arrondissement. C'était une nuit où les familles se réunissaient, où les embrassades et les rires remplissèrent les maisons, où l'espoir d'une nouvelle année semblait tangible dans l'air frais de la capitale. Mais à l'intérieur du luxueux hôtel particulier de 3 étages de la famille Beaumont, le silence pesait comme du plomb sur les épaules de Madame Thérèse. Elle était assise dans le fauteuil à bascule de sa chambre, une pièce située au 2e étage, loin du mouvement de la maison. Les murs étaient trop blancs, trop froids. La décoration minimaliste que Claire, sa belle-fille, avait imposée des années auparavant ne correspondait pas à l'esprit chaleureux de Thérèse. Il n'y avait pas de photographie au mur, pas de fleurs fraîches sur la table de chevet, juste un petit crucifix et une vieille boîte en bois qu'elle gardait comme s'il s'agissait du dernier morceau d'un monde qui n'existait plus. Thérèse avait 73 ans et portait sur son visage les marques d'une vie entière, dédiée à sa famille. Elle avait élevé Marc, son fils, unique, avec tout l'amour qu'une mère pouvait offrir. Après le départ de son mari il y a des années, elle avait assumé le rôle de père et de mère, travaillant sans relâche pour garantir que le garçon ait une éducation, des opportunités et un avenir brillant. Et Marc avait répondu à ses attentes. Il était devenu un homme d'affaires prospère, propriétaire d'une chaîne de magasins de technologie s'étendant dans tout le pays. Il était respecté, admiré, riche. Mais la prospérité avait un prix. Marc vivait entre les réunions, les voyages et les engagements qui le tenaient éloigné de la maison, la majeure partie du temps. Il faisait entièrement confiance à Claire, son épouse, pour s'occuper de sa mère. Après tout, Claire se montrait toujours si attentionnée quand il était présent. Elle avait toujours le sourire aux lèvres, demandait toujours si Madame Thérèse avait besoin de quelque chose, semblait toujours sincèrement préoccupée par le bien-être de sa belle-mère. Ce que Marc ne savait pas, c'est que ce sourire disparaissait dès que la porte d'entrée se refermait. Thérèse entendait les pas de Claire à l'étage inférieur. Elle savait reconnaître le bruit des sandales à talons claquant sur le marbre du salon. C'était un son qui la faisait se recroqueviller un peu plus dans son fauteuil, qui lui faisait serrer plus fort la boîte en bois, posée sur ses genoux. À l'intérieur, elle gardait de vieilles lettres, des photographies décolorées de Marc enfant, une alliance ayant appartenu à son mari et un petit chapelet que sa propre mère lui avait donné des décennies plus tôt. C'étaient les souvenirs d'une époque où elle se sentait aimée, valorisée, nécessaire. Maintenant, elle se sentait comme un poids, un fardeau, une présence encombrante dans sa propre maison. Claire avait 38 ans, des cheveux blonds impeccablement lissés et un goût raffiné pour les vêtements de créateur. Elle venait d'une famille traditionnelle de Lyon, mais sans la fortune qu'elle avait acquise en épousant Marc. Elle savait exactement comment se comporter en public, comment charmer les amis de son mari, comment maintenir les apparences. Mais à l'intérieur de la maison, loin des regards indiscrets, elle se révélait être une personne complètement différente. Pour Claire, Thérèse représentait un obstacle. Sa belle-mère était un rappel constant que Marc avait des racines simples, que sa famille ne venait pas de l'élite parisienne. Pire encore, Thérèse insistait pour donner son avis, pour remettre à question des décisions, pour maintenir des traditions que Claire considérait comme démodées et embarrassantes. La solution qu'elle trouva fut simple, isoler la vieille dame, la tenir à l'écart des visites, des fêtes, de toute opportunité d'exposer sa simplicité. Au début, ce furent de petites choses. Claire commença à servir les repas de Thérèse dans sa chambre, prétextant que l'escalier fatiguait trop la vieille dame. Puis, elle découragea les vieilles amies de venir la voir, toujours avec des excuses polies sur la fatigue de Madame Thérèse ou des engagements inventés. Peu à peu, le monde de Thérèse se rétrécit, se réduisant aux 4 murs blancs de cette chambre glaciale.
Et quand Marc demandait des nouvelles, Claire avait toujours une réponse prête. Sa mère allait bien, elle était juste un peu fatiguée. Elle préférait se reposer. Elle était heureuse ainsi, sans trop de mouvement. Marc la croyait parce qu'il voulait la croire, parce que c'était plus facile de croire, parce que ses journées étaient déjà suffisamment compliquées entre les tableurs, les contrats et les concurrents. En cette veille de Noël, Thérèse regardait par la fenêtre et voyait les lumières des maisons voisines. Elle imaginait les familles réunies, les enfants jouant, l'odeur, du réveillon se propageant dans les cuisines. Son petit-fils Léo, âgé de seulement 5 ans, était en bas avec sa mère. Elle pouvait entendre son rire de temps en temps, un son qui réchauffait son cœur et le brisait simultanément. Cela faisait des semaines qu'elle ne l'avait pas vraiment vu. Claire avait toujours une raison pour tenir le garçon éloigné de sa grand-mère. Elle disait que Thérèse était fatiguée, qu'elle avait besoin de silence, que l'enfant faisait trop de bruit. La vérité est que Claire ne voulait pas que Léo s'attache à sa grand-mère. Elle ne voulait pas que le garçon soit témoin de la façon dont elle traitait Thérèse. Car bien qu'elle n'ait jamais levé la main sur sa belle-mère de manière directe, Claire possédait d'autres armes tout aussi efficaces. Des paroles tranchantes, des regards de mépris, des silences prolongés. Elle ignorait Thérèse pendant des jours, lui refusait de petits conforts, contrôlait chaque aspect de sa routine. La vieille dame ne pouvait pas choisir ce qu'elle mangeait, quels vêtements elle portait, ni quand sortir de sa chambre. Et le pire de tout était l'humiliation constante. Claire mettait un point d'honneur à traiter Thérèse comme une enfant incompétente, incapable de prendre ses propres décisions. Elle parlait fort, comme si la dame était sourde ou confuse. Elle la corrigeait devant des étrangers. Elle faisait des commentaires subtils sur son apparence, son âge, son inutilité. Thérèse avait appris qu'il valait mieux ne pas réagir. Toute tentative de se défendre entraînait des jours encore plus difficiles. Claire avait le don de rendre la vie misérable de manière qui ne laissait pas de marque visible. Et toujours, elle réussissait à convaincre Marc que tout n'était qu'un malentendu, une sensibilité exagérée d'une dame âgée. Cette nuit-là, pourtant, quelque chose était différent. Thérèse sentait dans l'air une tension inhabituelle. Claire avait été particulièrement irritée toute la journée. Marc avait appelé le matin en disant qu'il devrait rester un jour de plus à Lyon à cause d'une réunion de dernière minute. La nouvelle avait fait briller les yeux de Claire d'une façon que Thérèse connaissait bien. C'était l'éclat de quelqu'un qui savait qu'il aurait une liberté totale, sans surveillance, sans avoir besoin de faire semblant. Pendant le dîner, que Claire avait insisté pour servir à nouveau dans la chambre de Thérèse, les mots furent particulièrement acérés. Des commentaires sur la façon dont sa belle-mère était un boulet, sur la façon dont sa présence rendait tout plus difficile, sur le fait qu'il vaudrait mieux qu'elle soit ailleurs. Thérèse avala chaque mot en silence, mâchant son pain qui semblait se transformer en sable dans sa bouche. Après le départ de Claire, emportant le plateau presque intact, Thérèse ressentit le poids familier de la solitude. Mais cette fois, il y avait autre chose, une peur. La sensation que quelque chose de grave allait arriver. Ses mains tremblaient alors qu'elle ouvrait la boîte en bois et en retirait un objet qu'elle gardait depuis des années, un vieux téléphone portable ayant appartenu à son mari. Elle le maintenait chargé, caché pour les urgences. Elle n'avait jamais eu besoin de s'en servir, jusqu'à cette nuit. Avec des doigts tremblants, elle composa le numéro de Marc. Ça sonna 1 fois, 2 fois. Le cœur de Thérèse battait fort dans sa poitrine. Quand elle entendit enfin la voix de son fils, les mots sortirent précipitamment, chargés d'urgence et de peur. Elle le supplia de rentrer à la maison. Elle dit qu'elle avait besoin de lui, que quelque chose n'allait pas. Marc, confus et inquiet, tentait de comprendre ce qui se passait quand la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Claire entra comme une tornade, les yeux lançant des éclairs de rage. Elle arracha le téléphone des mains de Thérèse et porta l'appareil à son oreille. La voix qu'elle utilisa était complètement différente, douce, inquiète, compréhensive. Elle expliqua à Marc que sa mère traversait un de ces moments de confusion qui arrivaient plus fréquemment ces derniers temps, que c'était peut-être le moment d'envisager une aide professionnelle, peut-être même un endroit plus adapté pour des soins spécialisés. Elle assura que tout était sous contrôle, qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter, qu'il pouvait terminer ses engagements en « pêche ». Marc hésita. Thérèse pouvait entendre sa voix à l'autre bout du fil, questionnant, essayant de comprendre. Mais Claire était convaincante. Elle l'avait toujours été.
Quand elle raccrocha, le sourire disparut instantanément de son visage. Ce qui se passa ensuite, Thérèse préférait ne pas s'en souvenir en détail. Il n'y eut pas d'agression physique, mais il y eut quelque chose de tout aussi dévastateur. Claire la conduisit, tenant fermement son bras, en bas des escaliers. Les pas résonnaient dans la maison vide. Léo avait déjà été mis au lit. Il n'y avait pas de témoin. Sous l'escalier principal de l'hôtel particulier, il y avait un petit placard qui servait de débarras. Il était étroit, sombre, mal ventilé. Claire ouvrit la porte et, avec une force surprenante pour quelqu'un d'apparence si délicate, poussa Thérèse à l'intérieur. Ce n'était pas la première fois. Le son de la porte verrouillée de l'extérieur résonna comme une sentence. Thérèse était seule dans l'obscurité, entourée par l'odeur de moisis et de produits de nettoyage. Elle pouvait entendre, lointain et étouffé, le son de la télévision diffusant des chants de Noël. L'ironie était cruelle. Dehors, le monde célébrait l'amour, l'union et l'espoir. À l'intérieur, elle affrontait son pire cauchemar. Thérèse se recroquevilla dans un coin du placard, serrant ses genoux contre sa poitrine. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage ridé. Elle pensait à Marc, au fait que son fils ne savait rien, à la façon dont il avait échoué à la protéger. Elle pensait à Léo, à quel genre d'exemple on donnait à cet enfant innocent. Elle pensait à sa propre vie, à la manière dont elle en était arrivée là. Pendant ce temps, à l'étage, dans l'une des chambres de service, Jeanne n'arrivait pas à dormir. Elle travaillait comme gouvernante chez les Beaumont depuis 3 ans. Était une femme de 42 ans, mère de 2 enfants scolarisés dans le public. Elle avait besoin de cet emploi. Elle avait besoin de son salaire. Mais le poids de sa conscience devenait insupportable. Jeanne savait. Elle avait vu et entendu des choses qui la tourmentaient. Elle avait été témoin de la façon dont Claire traitait Madame Thérèse quand elle pensait que personne ne regardait. Elle avait entendu les commentaires cruels, assisté à l'humiliation constante. Et cette nuit-là, elle avait entendu la dispute, les pas dans l'escalier et le son de la porte du placard que l'on verrouillait. Son cœur était partagé. D'un côté, la peur de perdre son emploi, de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. De l'autre, la culpabilité de rester silencieuse face à une telle injustice. Jeanne avait tenté, quelquefois, de réconforter Madame Thérèse en cachette. Elle lui apportait un thé chaud, une couverture supplémentaire, des mots gentils murmurés quand Claire n'était pas là. Mais elle savait que ce n'était pas suffisant. Des semaines auparavant, Jeanne avait pris une décision risquée. Elle avait réussi, dans un moment de courage, à filmer avec son téléphone une des scènes où Claire humiliait verbalement Thérèse. Elle avait gardé le fichier sur son portable, sans savoir exactement quoi en faire. Elle avait peur de l'utiliser, peur des conséquences, mais elle n'arrivait pas non plus à le supprimer. C'était une preuve. C'était la vérité enregistrée. Cette nuit-là, après avoir entendu Thérèse être enfermée dans le placard, Jeanne prit son téléphone avec des mains tremblantes. Elle devait faire quelque chose. Il fallait que quelqu'un sache. Elle tenta de transférer la vidéo sur un espace de stockage, pensant la mettre en sécurité. Mais dans la précipitation et la nervosité, elle commit une erreur. Au lieu de sauvegarder le fichier localement, l'application envoya la vidéo à une ancienne adresse e-mail synchronisée avec l'appareil. Un email qui, par coïncidence, appartenait à un compte professionnel que Marc consultait rarement, mais qui était toujours actif. Le fichier fut envoyé. La preuve était dans l'éther numérique attendant d'être découverte. Jeanne ne se rendit pas compte de l'erreur immédiatement. Elle rangea simplement son téléphone et resta éveillée, fixant le plafond, priant pour que, d'une manière ou d'une autre, la justice l'emporte. En bas, enfermée dans le placard sombre, Madame Thérèse priait aussi. Elle priait pour que le jour se lève. Elle priait pour que son fils, d'une certaine façon, voie la vérité. Elle priait pour qu'il soit encore temps de changer cette histoire. Le matin arriva avec la clarté douce qui précède le jour de Noël. Paris s'éveillait lentement, encore enveloppé dans la brume hivernale. Dans les rues du 16e, les maisons commençaient à s'animer. Les familles se réveillaient pour préparer le repas. Les enfants couraient voir les cadeaux sous le sapin. L'arôme du café frais se répandait dans les cuisines. Dans l'hôtel particulier des Beaumont, cependant, le matin apportait un silence lourd et inconfortable. Claire descendit les escaliers dans son peignoir de soie beige. Les
Cheveux toujours attachés en un chignon parfait. Ses pas étaient mesurés, calculés. Elle avait dormi profondément, sans remords, sans culpabilité. Pour elle, ce qu'elle avait fait la nuit précédente n'était qu'une mesure nécessaire. Thérèse devait apprendre à ne pas interférer, à ne pas causer de problème, à accepter sa place. En passant devant l'escalier principal, Claire jeta un regard rapide à la porte du placard. Elle était verrouillée, exactement comme elle l'avait laissée. Rien ne pressait pour l'ouvrir. Que la vieille reste là encore un peu, à réfléchir à ses actes. C'était ainsi que Claire fonctionnait. Contrôle, pouvoir, domination absolue, sur chaque aspect de cette maison. Jeanne était déjà dans la cuisine quand Claire entra. La gouvernante avait passé une nuit blanche, tourmentée par sa conscience. Ses yeux étaient gonflés de fatigue et d'inquiétude. Elle préparait le petit déjeuner avec des mouvements automatiques, mais son esprit était complètement focalisé sur ce placard sous l'escalier. Madame Thérèse y était depuis des heures d'obscurité, de froid et de solitude. « Bonjour, Jeanne », dit Claire avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Préparez juste un café pour moi et un jus pour Léo. Ma belle-mère ne prendra pas le petit déjeuner avec nous aujourd'hui. » Elle se repose. Jeanne serra les lèvres, retenant les mots qui voulaient en s'échapper. « Oui, Madame Claire », répondit-elle à voix basse, évitant de regarder directement sa patronne. Claire remarqua la tension, mais elle s'en moquait. Elle était habituée à voir de la peur dans les yeux des employés. C'était ainsi que les choses marchaient. Le respect par la peur. L'obéissance par la menace implicite du licenciement. Elle se servit un café, feuilleta un magazine de décoration et planifia mentalement comment elle passerait ce jour de Noël sans la présence encombrante de sa belle-mère. Pendant ce temps, à l'autre bout du pays, dans l'hôtel où il séjournait à Lyon, Marc Beaumont se réveillait avec une sensation étrange dans la poitrine. Il y avait quelque chose dans l'appel de la nuit précédente qui l'inquiétait profondément. La voix de sa mère, si effrayée, si pressante, et puis l'explication de Claire, si convaincante et en même temps si froide. Marc avait 42 ans et avait bâti son empire à partir de rien. C'était un homme intelligent, perspicace en affaires, capable de détecter les mensonges et les manipulations lorsqu'il s'agissait de contrats et de partenariats. Mais quand le sujet touchait sa famille, et particulièrement son épouse, il semblait y avoir un blocage. Il voulait croire que tout allait bien, que sa mère était bien soignée, que Claire était la belle-fille parfaite qu'elle paraissait être. Mais ce matin-là, seul dans sa chambre d'hôtel, loin des distractions des affaires, Marc n'arrivait pas à chasser l'idée que quelque chose n'allait pas du tout. Il prit son téléphone et pensa à appeler chez lui. Il n'était que 7 heures du matin. Peut-être trop tôt. Il décida d'attendre un peu, de prendre une douche, d'organiser ses pensées. Alors qu'il se préparait, son regard tomba sur l'ordinateur portable posé sur la table. Il avait quelques emails accumulés sur son ancien compte professionnel qu'il utilisait rarement. Par impulsion, il décida de vérifier. Peut-être qu'un client important avait tenté de le contacter. Il ouvrit l'ordinateur, se connecta et commença à parcourir les messages. Spams, notifications automatiques, newsletter. Il était sur le point de fermer quand un email sans objet attira son attention. L'expéditeur était inconnu. Il n'y avait pas de texte, seulement un fichier vidéo en pièces jointes. Marc fronça les sourcils. Cela pouvait être un virus, une sorte de spam malveillant, mais quelque chose le poussa à cliquer. Peut-être l'intuition, peut-être le hasard, peut-être le destin faisant son œuvre silencieuse. La vidéo commença à charger. La qualité n'était pas des meilleures, clairement filmée avec un téléphone, de manière discrète. Marc reconnut immédiatement le décor. C'était la salle à manger de sa propre maison, et là se trouvait sa mère, assise à table, avec une assiette devant elle. Le cœur de Marc commença à battre plus fort. Il augmenta le volume. La voix de Claire résonnait dans la vidéo, mais c'était une voix que Marc n'avait jamais entendue auparavant. Froide, tranchante, remplie de mépris. « Pensez-vous vraiment que quelqu'un se soucie de ce que vous avez à dire? Vos opinions sont aussi démodées que vos vêtements. Faites-nous une faveur et taisez-vous. Personne ici ne veut entendre vos jérémiades sur le passé. » La caméra trembla légèrement, mais continua d'enregistrer. Thérèse avait la tête basse, ses mains tremblaient alors qu'elle tenait sa fourchette. Sa voix sortit faible, presque inaudible.
Je voulais juste savoir si Marc arriverait à temps pour le dîner de demain. » Le rire de Claire fut cruel. « Marc, il est occupé à bâtir un empire. Il n'a pas de temps à perdre à écouter une vieille se plaindre. D'ailleurs, j'ai déjà pensé à discuter avec lui pour vous trouver un endroit plus adapté, une maison de retraite, où les gens de votre âge peuvent rester ensemble, loin de ceux qui comptent vraiment. » Les paroles suivantes furent encore pires. Claire continua chaque phrase comme une lame acérée, découpant morceau par morceau la dignité de Thérèse. Elle parlait de la façon dont sa belle-mère était un fardeau, de la façon dont elle faisait honte à la famille avec ses manières simples, du fait qu'il vaudrait mieux qu'elle disparaisse tout simplement. Marc regardait la vidéo les yeux écarquillés, le sang bouillant dans ses veines. Cela ne pouvait pas être réel. Cela ne pouvait pas être son épouse. Cela ne pouvait pas être sa mère traitée de la sorte. Mais c'était le cas. Tout était réel. Chaque mot, chaque geste de mépris, chaque seconde de cette vidéo était une vérité brutale qu'il n'avait pas su voir. La vidéo se termina brusquement. Marc resta immobile, fixant l'écran noir, respirant avec difficulté. Ses mains tremblaient. Il sentit une vague de nausée monter dans son estomac. Comment n'avait-il rien remarqué? Comment avait-il pu être si aveugle? Combien de fois sa mère avait-elle essayé de lui dire quelque chose et il n'avait tout simplement pas voulu l'écouter? Sans réfléchir à deux fois, Marc prit son téléphone et appela sa secrétaire. « Annulez tout, tous les engagements d'aujourd'hui. Je rentre à Paris immédiatement. J'ai besoin d'une voiture maintenant. » La femme à l'autre bout du fil tenta d'argumenter, de parler de réunions importantes, de contrats qui devaient être signés. Marc ne voulut rien entendre. « Maintenant !» répéta-t-il, avant de raccrocher. Alors qu'il rangeait ses affaires à la hâte, l'esprit de Marc travaillait à un rythme effréné. Il pensait à tous les signes qu'il avait ignorés. Les fois où il rentrait et où sa mère était toujours dans sa chambre. Les excuses de Claire sur le fait que Thérèse était fatiguée, qu'elle voulait du repos. Les occasions où il avait essayé de discuter avec sa mère et où elle semblait distante, voire effrayée. Tout prenait sens maintenant, un sens horrible et dévastateur. De retour à l'hôtel particulier de Paris, Léo s'était réveillé. Le garçon de 5 ans descendit les escaliers en courant, excité par Noël. « Mamie Thérèse, criait-il, « je veux montrer mon dessin à mamie. » Claire intercepta son fils. Dans le couloir, « Léo, mamie se repose. On ne peut pas la déranger maintenant, viens prendre ton petit déjeuner avec moi. »« Mais j'ai fait un dessin pour elle, » insista le garçon, serrant un papier froissé dans ses petites mains. « C'est une surprise de Noël. » Claire regarda le papier et son visage se contracta légèrement. C'était un dessin d'enfant, fait au crayon de couleur. Il montrait 2 silhouettes. Une grande, avec des cheveux jaunes, et une expression qui pouvait être interprétée comme de la colère. Une autre petite, recroquevillée dans un coin, avec des larmes coulant sur son visage dessiné, de manière rudimentaire. « Quel beau dessin !» dit Claire d'une voix contrôlée, en arrachant le papier des mains de son fils. « Je vais le garder pour le montrer à mamie plus tard. Maintenant, viens manger. » Léo hésita, sentant que quelque chose n'allait pas, mais il obéit. Les enfants ont une perception aiguë des tensions, même s'ils ne comprennent pas tout ce qui se passe. Il sentait le climat lourd dans la maison, remarquait que sa mère était plus irritée que d'habitude, percevait que sa grand-mère n'apparaissait plus depuis des jours. Pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner, Claire réfléchissait à la suite. Elle devait garder le contrôle de la situation. Marc avait semblé méfiant lors de l'appel de la nuit précédente. Il fallait renforcer le récit. C'était peut-être le moment de commencer à planter l'idée que Thérèse perdait ses facultés mentales, qu'elle avait besoin de soins spécialisés. Jeanne observait tout depuis la cuisine, le cœur serré. Elle avait commis l'erreur d'envoyer la vidéo au mauvais endroit, mais elle ne le savait pas encore. Elle croyait que la preuve était en sécurité, attendant le bon moment. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que cette erreur accidentelle serait la clé pour tout changer. Dans le placard sous l'escalier, Thérèse était semi-consciente. Le manque d'air adéquat, le froid de la nuit et le traumatisme émotionnel avaient prélevé leur tribut. Elle flottait entre l'éveil et un état de torpeur, se remémorant des fragments de sa vie. Elle voyait son mari sourire, voyait Marc enfant courir dans le jardin, voyait sa propre mère chanter des berceuses. Les bons souvenirs se mélangeaient à la réalité cruelle du présent. Elle avait essayé de frapper à la porte quelques fois pendant la nuit,
mais ses forces étaient limitées. Maintenant, elle n'essayait même plus. Elle attendait simplement. Elle attendait que le jour se lève, que quelqu'un la trouve, que d'une manière ou d'une autre ce cauchemar prenne fin. Il était presque 10 heures du matin quand l'interphone de la maison sonna. Jeanne répondit. C'était Monsieur Antoine, le concierge de la résidence, prévenant qu'il venait vérifier un problème signalé sur le système d'eau de la maison. Claire autorisa l'entrée avec réticence. Une personne de plus dans la maison signifiait une personne de plus qu'il faudrait tromper. Antoine était un homme de 58 ans qui travaillait dans ce quartier de luxe depuis plus de 20 ans. Il connaissait toutes les familles, tous les secrets, non dits, toutes les façades. Il avait toujours eu une affection particulière pour Madame Thérèse. À l'époque où elle pouvait encore sortir, elle le saluait toujours avec une gentillesse authentique, prenait des nouvelles de sa famille, se souvenait des prénoms de ses enfants. Ces derniers mois, Antoine avait remarqué l'absence de Thérèse. Chaque fois qu'il posait la question, il recevait la même réponse polie et vide de Claire sur le fait que sa belle-mère se reposait, préférant rester à l'intérieur. Mais quelque chose dans ses réponses l'avait toujours dérangé. Il y avait une froideur, un empressement à changer de sujet. Ce matin-là, alors qu'il vérifiait les tuyaux extérieurs de la maison, Antoine entendit un bruit étrange. C'était étouffé, presque imperceptible. Cela venait de l'intérieur de la maison. Il s'arrêta, prêtant attention. C'était là encore. Un gémissement bas, le son de quelqu'un en souffrance. Antoine sonna à la porte. Claire ouvrit avec un sourire forcé. « Tout va bien dehors, monsieur Antoine ?»« Oui, madame Claire. Mais j'ai entendu un bruit bizarre venant d'ici, de l'intérieur. Vous allez bien? Est-ce que quelqu'un a besoin d'aide ?» Le sourire de Claire vacilla une fraction de seconde. « Non, tout va. Bien, ce doit être la télévision. Léo regardait des dessins animés tout à l'heure. Mais ça n'avait pas l'air de venir du salon, insista Antoine, ses instincts d'homme travailleur et honnête l'alertant que quelque chose n'allait pas. Ça semblait venir de là, près de l'escalier. Claire sentit la panique monter, mais elle garda son sang-froid. « Vous vous trompez. Comme je vous l'ai dit, tout va bien. Si vous avez fini votre travail à l'extérieur, je vous remercie. » Antoine n'était pas homme à abandonner facilement. Il avait vu beaucoup de choses durant ses années de service. Des familles parfaites, à l'extérieur, pourries à l'intérieur. La richesse cachant la misère humaine. Et à ce moment-là, en regardant Claire dans les yeux, il vit quelque chose qui lui fit prendre une décision. « Avec tout mon respect, Madame Claire, je dois vérifier. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide dans cette maison, c'est mon devoir de concierge de m'assurer que tout le monde va bien, surtout Madame Thérèse. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vue. J'aimerais la saluer puisque c'est la veille de Noël. » Le sang de Claire se glaça. La situation lui échappait. Elle ne pouvait pas laisser Antoine entrer. Elle ne pouvait pas le laisser découvrir Thérèse enfermée dans ce placard. Elle tenta de bloquer le passage, mais Antoine avait déjà fait un pas en avant. C'est alors que le son revint. Plus fort cette fois. Un gémissement de douleur incomparable venant du placard sous l'escalier. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent. Sans demander la permission, il se dirigea droit vers la porte du placard. Claire tenta de l'en empêcher, mais il était trop tard. Antoine tourna la poignée. C'était verrouillé. « Où est la clé ?» demanda-t-il d'une voix basse et contrôlée, mais avec une fermeté qui n'acceptait aucun refus. Claire était acculée, ses pensées s'emballaient. Elle pouvait inventer une excuse, prétendre que c'était un espace privé, menacée de poursuivre Antoine pour intrusion. Mais l'homme devant elle n'était plus le concierge poli et servile. C'était quelqu'un de déterminé à faire ce qui était juste. « Je vais appeler la police si vous n'ouvrez pas cette porte immédiatement, » dit Antoine, sortant son téléphone de sa poche. À ce moment-là, Jeanne apparut dans le couloir. Elle avait tout entendu. Et pour la première fois en 3 ans, elle trouva le courage dont elle avait besoin. « J'ai un double, des clés, » dit-elle d'une voix ferme, marchant vers un petit meuble de rangement. Elle retira la clé et la remit directement à Antoine. Claire était pâle, respirant rapidement. La situation avait complètement explosé hors de son contrôle. Tout ce qu'elle avait construit, toute cette façade soigneusement entretenue, était sur le point de s'effondrer. Antoine mit la clé dans la serrure et tourna. La porte s'ouvrit, révélant l'obscurité du petit espace. Et là, recroquevillée dans le coin, fragile et effrayée comme une enfant, se trouvait Madame Thérèse. Ses yeux clignotaient face à la lumière soudaine.
Ses vêtements étaient froissés, son visage marqué par des larmes séchées. Le silence qui suivit fut assourdissant. Jeanne porta ses mains à sa bouche, étouffant un sanglot. Antoine resta paralysé une seconde, traitant la scène horrible devant lui. Et Claire sut que sa vie, telle qu'elle la connaissait, venait de s'arrêter à cet instant précis. La scène qui se déroula durant les premières minutes après l'ouverture du placard resterait gravée à jamais dans la mémoire des personnes présentes. Antoine s'accroupit lentement, tendant la main vers Thérèse avec la délicatesse de celui qui touche un objet précieux et fragile. « Madame Thérèse, c'est moi, Antoine. Vous êtes en sécurité maintenant. Nous allons vous sortir de là. » Thérèse le regardait comme si elle n'arrivait pas à croire que c'était réel. Ses lèvres bougeaient, essayant de former des mots, mais aucun son ne sortait. Elle était en état de choc profond, son corps tremblant de manière incontrôlable. Antoine remarqua les marques sur ses poignets, là où elle s'était appuyée contre les parois dures du placard pendant la nuit. Il vit la pâleur maladive de son visage, ses lèvres gercées par la déshydratation. Avec une extrême prudence, il l'aida à se lever. Ses jambes arrivaient à peine à la soutenir. Jeanne accourut de l'autre côté, soutenant Thérèse par le bras. Ensemble, ils conduisirent la vieille dame jusqu'au canapé du salon. La lumière du jour qui entrait par les fenêtres semblait éblouir Thérèse, qui avait passé tant d'heures dans l'obscurité absolue. Claire resta figée dans le couloir, son visage transformé en un masque de panique contrôlée. Son esprit travaillait frénétiquement, cherchant une issue, une explication plausible, quelque chose qui pourrait renverser cette situation catastrophique. Mais pour la première fois depuis des années, elle était totalement à court d'arguments. Jeanne apportait de l'eau, une couverture et appelait les urgences, ordonna Antoine, d'une voix ferme. Puis il regarda directement Claire. « Et vous ne quittez pas cette maison. Je vais appeler Monsieur Marc à l'instant même. »« Non, » commença Claire, sa voix montant dans les aigus. « Vous ne comprenez pas. Elle est confuse parfois. Elle s'enferme toute seule. J'allais ouvrir la porte plus tard. J'attendais juste qu'elle se calme. » Antoine la coupa d'un regard qui rendait toute explication inutile. Madame Thérèse était verrouillée de l'extérieur. La clé était à l'extérieur de la porte. N'essayez pas de me tromper. J'ai vu trop de choses dans cette vie pour ne pas reconnaître la cruauté quand je la vois. Léo apparut en haut de l'escalier, se frottant les yeux, attiré par les voix altérées. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mamie va bien ?» Claire monta les escaliers en courant, prit son fils dans ses bras et le ramena dans sa chambre. « Reste ici jouer, mon chéri. Maman doit régler des choses. » Sa voix était tendue, cassante. Léo la regarda avec cette perception effrayante qu'ont les enfants, sentant que quelque chose de très grave se passait. Pendant ce temps, Jeanne revint avec de l'eau et une couverture. Elle s'agenouilla aux côtés de Thérèse et lui offrit le verre. La vieille dame réussit à boire par petites gorgées, ses mains tremblant encore trop pour tenir le verre seul. « Je suis désolée, Madame Thérèse, » murmura Jeanne, les larmes coulant librement sur son visage. « J'aurais dû faire quelque chose plus tôt, j'aurais dû être plus courageuse. » Thérèse la regarda et pour la première fois depuis qu'elle avait été sortie du placard, ses traits s'adoucirent légèrement. « Ce n'était pas ta faute, » réussit-elle à murmurer d'une voix rauque et faible. « Toi aussi tu avais peur, je le sais. » Antoine était déjà au téléphone. Il avait obtenu le numéro de Marc via l'administration de la résidence. Quand l'homme d'affaires répondit, sa voix était tendue. « Antoine, qu'est-ce qui se passe? Je rentre à Paris, je suis en route. » « Monsieur Marc, vous devez venir à la maison immédiatement. J'ai trouvé votre mère enfermée dans un placard. Elle va très mal. J'ai déjà appelé l'ambulance. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, la voix de Marc retentit, chargée d'un mélange d'horreur et de fureur qu'Antoine n'avait jamais entendu auparavant. « Comment ça, enfermé? Qui a fait ça? »« C'est votre épouse, monsieur. Je regrette de devoir vous le dire, mais j'ai tout vu. Madame Thérèse était verrouillée de l'extérieur dans le placard sous l'escalier. Elle y a passé toute la nuit. » Marc sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il était dans la voiture, en direction de l'aéroport, mais il écrasa l'accélérateur. « Je vais louer un jet privé. Je serai là dans 2 heures. S'il vous plaît, ne laissez pas ma mère seule. Et ne laissez pas Claire quitter cette maison. Comptez sur moi, monsieur. Je ne bougerai pas d'ici avant votre arrivée. » L'ambulance arriva 15 minutes plus tard. 2 ambulanciers entrèrent dans la maison
et firent une évaluation rapide de Thérèse. Signes vitaux stables, mais elle était clairement en état de choc sévère. Déshydratation modérée. Ils devaient l'emmener à l'hôpital pour des examens plus approfondis. Pendant qu'il la préparait pour le transport, l'un des ambulanciers remarqua des marques anciennes sur les bras de Thérèse, de petites taches indiquant une pression répétée, des mains qu'il avait saisies avec force. Son regard croisa celui d'Antoine, et une entente silencieuse passa entre eux. Ce n'était pas un incident isolé. « Je viens avec elle », annonça Jeanne, prenant son sac. « Je ne la laisserai pas seule à l'hôpital. » Claire observait tout depuis l'étage, caché derrière le mur du couloir. Son esprit était en panique totale. Elle devait réfléchir, planifier. Marc rentrait, et il saurait tout. Mais peut-être y avait-il encore une chance. Peut-être pouvait-elle limiter les dégâts. Après tout, elle possédait quelque chose que Marc n'imaginait pas. Elle avait un atout caché depuis des années. Elle descendit les escaliers en essayant de garder sa contenance. Antoine l'observa avec méfiance alors qu'elle prenait son propre sac. « Je vais aussi à l'hôpital. C'est ma belle-mère. J'ai le droit de l'accompagner. Vous allez rester ici et attendre l'arrivée de monsieur Marc, » dit Antoine avec fermeté. « Ce n'est pas une suggestion. » Claire le fixa avec de la haine dans les yeux, mais elle comprit qu'elle n'avait pas le choix. Le concierge était déterminé, et pire encore, il était témoin de tout. Elle retourna au salon et s'assit sur le canapé, les mains croisées sur ses genoux, essayant de paraître calme, alors qu'à l'intérieur, son monde s'écroulait. À l'hôpital, Thérèse fut emmenée dans une salle d'urgence. Les médecins pratiquèrent une série d'examens. En plus de la déshydratation et du choc émotionnel, ils trouvèrent quelque chose de plus perturbant. Il y avait des signes de stress prolongé, une hypertension non traitée, et, lorsqu'ils examinèrent son corps avec plus d'attention, ils découvrirent de petites lésions indiquant des épisodes répétés d'enfermement. Des marques sur les épaules, des égratignures superficielles sur les mains, les signes de quelqu'un qui s'était débattu contre des espaces exigus plus d'une fois. La médecin responsable, le docteur Hélène Lefebvre, était une femme de 50 ans possédant une vaste expérience des cas délicats. Elle s'assit à côté du lit où Thérèse se reposait, désormais sous perfusion et avec ses signes vitaux monitorés. « Madame Thérèse, je dois vous poser quelques questions. Vous êtes en sécurité ici, personne ne vous fera de mal. » Thérèse la regarda avec des yeux fatigués. Elle se sentait si épuisée qu'elle arrivait à peine à garder les paupières ouvertes. Mais quelque chose dans la voix douce du docteur lui donna envie de parler. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'écoutait vraiment. « Cela s'est déjà produit auparavant, n'est-ce pas? On vous a déjà mise dans ce placard d'autrefois ?» Thérèse acquiesça lentement, les larmes recommençant à couler. « Quand Marc voyage, quand elle pense que j'ai fait quelque chose de mal, quand elle veut me punir d'exister. » Le docteur Lefebvre sentit la colère monter, mais elle garda une voix calme et professionnelle. « Depuis combien de temps cela dure-t-il? »« Des années, » murmura Thérèse, « depuis qu'elle a épousé mon fils. Au début, ce n'était que des mots. Ensuite, c'est devenu pire. » Jeanne était assise de l'autre côté du lit, tenant la main libre de Thérèse. « J'ai été témoin de beaucoup de choses, docteur. J'ai même une vidéo enregistrée. Je l'ai envoyée à un email par accident, mais elle est là. C'est la preuve de ce qu'elle faisait. » Le docteur Lefebvre prit des notes soigneuses. « Je vais devoir inclure tout cela dans le rapport médical. Ces informations peuvent être importantes. Et je veux que vous sachiez, Madame Thérèse, que vous n'êtes plus seule maintenant. Nous allons faire en sorte que vous receviez toute l'aide nécessaire. » Pendant ce temps, Marc était dans un jet privé qu'il avait loué en urgence. Assis seul dans la cabine luxueuse, il ne pouvait s'empêcher de réfléchir. Il reprit son ordinateur et regarda la vidéo une fois de plus. Chaque mot de Claire était comme un coup de poignard. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment avait-il permis que cela arrive sous son propre toit? Il pensa à toutes les fois où sa mère avait essayé de lui dire quelque chose et où il était trop occupé pour l'écouter. Toutes les occasions où il arrivait à la maison et où elle était toujours dans sa chambre, toujours silencieuse, paraissant toujours aller bien. Claire avait toujours une explication, toujours une excuse, et il l'avait toujours cru parce que c'était plus facile de croire. Marc pensa aussi à son fils. Léo n'avait que 5 ans. Qu'est-ce que ce garçon avait vu? Quel genre d'exemple lui donnait-on?
L'enfant grandissait dans une maison où la cruauté était cachée derrière de faux sourires et des mensonges bien construits. Son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Il répondit « Monsieur Marc Beaumont. »« Oui, qui est à l'appareil ?»« Ici le docteur Hélène Lefebvre, de l'hôpital américain. Je m'occupe de votre mère. Je souhaiterais vous informer de son état. » Marc se redressa. « Comment va-t-elle ? » « Physiquement, elle va se rétablir. Elle est déshydratée et en état de choc, mais ses signes vitaux sont stables. Cependant, je dois vous parler de quelque chose de plus grave. Nous avons trouvé des preuves de situation d'enfermement antérieure. Votre mère a déclaré que cela dure depuis des années. » La voix de Marc faiblit. « Je ne savais pas. Je vous jure que je n'en savais rien. »« Je vous crois, monsieur, » dit la doctoresse avec gentillesse. « Mais maintenant que vous savez, vous allez devoir prendre des décisions importantes. Votre mère a besoin de protection, et il y a des questions légales qui vont probablement surgir. »« Je ferai tout ce qui est nécessaire, » promit Marc. « Je rentre à Paris, à l'instant. Je serai là dans moins d'1 heure. » Quand il raccrocha, Marc appuya sa tête sur ses mains. Il ressentit le poids écrasant de la culpabilité. Sa mère avait tant souffert, pendant si longtemps, et il était totalement ailleurs, trop occupé à bâtir son empire, à conquérir le succès, pendant que la femme qui avait tout sacrifié pour lui dépérissait dans sa propre maison. De retour à l'hôtel particulier du 16e, Claire faisait les 100 pas dans le salon. Antoine restait là, assis dans un fauteuil, observant chacun de ses mouvements. Il avait appelé l'administration de la résidence pour expliquer la situation et demander que quelqu'un couvre son tour de garde. Il n'allait pas bouger d'ici avant l'arrivée de Marc. Claire s'arrêta enfin de marcher et le regarda. « Vous ne comprenez rien. Cette vieille est manipulatrice. Elle fait semblant d'être une victime. Mais en réalité, elle essaye de tout contrôler. Elle essaie de me faire passer pour la méchante. » Antoine la fixa sans expression. « J'ai vu de mes propres yeux une dame de 73 ans enfermée dans un placard sombre. Il n'y a aucune manipulation là-dedans. Il n'y a que de la cruauté. » Claire allait répondre quand elle entendit le bruit d'une voiture freinant brusquement à l'entrée. Son cœur s'emballa. Marc était arrivé, et pour la première fois de son mariage, elle ressentit une peur authentique envers son mari. La porte d'entrée s'ouvrit avec fracas. Marc entra comme une tornade, les yeux rouges de colère et de quelque chose de plus profond, une douleur viscérale qui transformait ses traits. Il vit Antoine en premier. « Où est-elle ?»« À l'hôpital, monsieur. Jeanne est partie avec elle. Les médecins ont dit qu'elle irait bien physiquement, mais elle est très secouée. » Marc acquiesça. Puis ses yeux rencontrèrent ceux de Claire. Elle était pâle, les mains serrées contre son corps. Elle tenta de sourire, tenta de commencer une explication, mais il leva la main pour l'interrompre. « Non, je ne veux pas entendre tes mensonges maintenant. J'ai vu la vidéo. J'ai vu ce que tu as fait. J'ai entendu ce que tu as dit à ma mère. » Le sang de Claire se glaça. « Quelle vidéo ?» Marc prit son téléphone et lui montra l'écran. Elle reconnut immédiatement la scène. C'était la vidéo que Jeanne avait enregistrée. Son visage devint encore plus livide. Comment avait-il obtenu cela? « Peu importe comment je l'ai eu, » dit Marc, comme s'il lisait dans ses pensées. « Ce qui importe, c'est que maintenant je sais tout. Je sais ce que tu as fait à ma mère. Je sais depuis combien de temps cela dure. Et je sais que j'ai lamentablement échoué à la protéger. » Claire tenta de reprendre le contrôle. « Marc, tu dois m'écouter. Ta mère est difficile. Elle n'accepte pas que ce soit moi qui gère cette maison. Elle essaie de me défier tout le temps. J'essayais juste de maintenir l'ordre. »« L'ordre ?» La voix de Marc sortit basse et dangereuse. « Tu appelles ça maintenir l'ordre, enfermer une personne âgée dans un placard sombre toute la nuit. C'était seulement pour quelques heures, pour qu'elle réfléchisse, pour qu'elle apprenne. » Marc fit un pas en avant et Claire recula instinctivement. « Ma mère a passé la nuit de Noël enfermée dans un placard. Seule, effrayée, à cause de toi. Et tu essaies encore de te justifier ?» C'est alors que Claire comprit que les arguments ne fonctionneraient plus. Elle devait abattre sa dernière carte. Avec une expression qui passa de la fragilité à quelque chose de plus calculateur, elle parla. « Avant de faire quoi que ce soit que tu pourrais regretter, Marc, je te suggère de bien réfléchir. J'ai des documents, j'ai des informations, des choses que tu n'aimerais pas voir étalées au grand jour. » Marc s'arrêta, les yeux plissés. « De quoi parles-tu » Claire sourit, mais c'était un sourire froid et menaçant. « Tu penses que je ne sais rien de tes comptes offshore,
de tes contrats avec des prête-noms, de tes négociations à la limite de l'illégalité? J'ai des copies de tout. Et si tu essayes de m'écarter, si tu essayes de me punir pour ce qui est arrivé à ta mère, je ferai en sorte que tout cela soit rendu public. Ton entreprise, ta réputation, tout sera détruit. » Le silence qui suivit fut pesant. Antoine observait tout sous le choc. Marc sentait le piège se refermer sur lui. Claire n'était pas seulement cruelle, elle était calculatrice, venimeuse. Et elle s'était préparée à ce moment depuis longtemps. Mais avant que quiconque puisse répondre, la sonnette retentit. C'étaient 2 personnes vêtues de manière formelle. Elles se présentèrent comme des assistantes sociales. Elles avaient été alertées par l'hôpital après le rapport du docteur Lefebvre. Elles venaient enquêter sur la situation de Madame Thérèse et évaluer la sécurité de la résidence. La révélation ne faisait que commencer, et personne ici n'imaginait à quel point cet abîme allait encore se creuser. Les assistantes sociales entrèrent dans l'hôtel particulier avec une posture professionnelle qui changea immédiatement l'atmosphère. La plus âgée, une femme d'environ 50 ans nommée Martine, se présenta avec fermeté. « Nous sommes du service de protection des personnes âgées. Nous avons reçu un appel urgent de l'hôpital américain concernant une situation impliquant Madame Thérèse Beaumont. Nous devons poser quelques questions et inspecter la résidence. » Claire sentit la panique monter dans sa gorge, mais elle força un sourire poli. « Bien sûr, faites comme chez vous. Il y a eu un malentendu ce matin, mais tout est en train de se régler. » Martine échangea un regard avec sa collègue plus jeune, Camille, et toutes 2 perçurent immédiatement la tension ambiante. Marc fit un pas en avant. « Je suis Marc Beaumont, le fils de Madame Thérèse. Je viens d'arriver de Lyon après avoir été informé de ce qui est arrivé à ma mère. » Il lança un regard tranchant à Claire, et ce n'était pas un malentendu. C'était quelque chose de bien plus grave. Antoine se présenta également. « C'est moi qui ai trouvé Madame Thérèse enfermée dans le placard sous l'escalier. Elle y a passé toute la nuit. Elle était en état de choc quand nous l'avons sortie. » Camille notait tout sur un carnet tandis que Martine continuait. « Nous allons devoir voir ce placard, et aussi discuter avec chaque personne présente dans la maison au moment de l'incident. » Durant l'heure qui suivit, les assistantes sociales firent une inspection minutieuse. Elles photographièrent le placard sous l'escalier, notant l'espace exigu et les conditions déplorables. Elles trouvèrent des égratignures sur les parois internes, des marques de mains qui avaient tenté de pousser la porte. Le verrou extérieur confirmait qu'il était impossible de sortir de l'intérieur sans aide. C'était une preuve physique irréfutable de séquestration. Ensuite, elles montèrent dans la chambre de Thérèse. La pièce était trop spartiate pour quelqu'un vivant dans une demeure de ce standing. Il n'y avait pas de décoration personnelle significative, à part la boîte en bois que Thérèse chérissait tant. Les murs blancs et froids, le manque de confort basique, tout indiquait un isolement délibéré. Ce fut Camille qui trouva les dessins. Ils étaient cachés derrière un petit meuble près de la fenêtre. C'étaient des feuilles de papier froissées, certaines déchirées sur les bords, des dessins d'enfants faits au crayon de couleur. Martine en prit un et son cœur se serra. L'image montrait 3 silhouettes. Une petite, clairement un enfant. Une plus grande avec des cheveux jaunes dessinés de façon exagérée. Et une 3e silhouette, plus petite et courbée, avec des yeux représentés par des traits descendants, comme des larmes. « Il y en a d'autres ici, » dit Camille, ramassant d'autres feuilles. L'un montrait une porte fermée avec une silhouette de l'autre côté. Un autre représentait ce qui semblait être quelqu'un seul dans un coin sombre. C'étaient des gribouillis d'enfants, mais il racontait une histoire dévastatrice. Léo avait tout vu, et dans l'innocence de ses 5 ans, il avait tenté de documenter ce qu'il voyait de la seule manière qu'il connaissait. Martine descendit les escaliers avec les dessins en main et trouva Marc assis sur le canapé du salon, la tête entre les mains. « Monsieur Marc, je dois vous montrer quelque chose. » Elle lui tendit les papiers. Marc prit les dessins et ressentit comme un coup de poing à l'estomac. Il reconnut immédiatement le trait de son fils. C'étaient les dessins de Léo. Et ils montraient exactement ce que Claire avait fait à sa mère. Son fils, un petit enfant innocent, avait été témoin de tout. Il avait vu sa grand-mère souffrir, et sans comprendre totalement ce qui se passait, il avait tenté d'exprimer cette douleur par l'art. « Où étaient ces dessins ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Dans la chambre de votre mère, cachée derrière un meuble.
Je pense que votre fils les laissait là pour elle, comme une forme de consolation. Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Marc. Il avait échoué non seulement envers sa mère, mais aussi envers son fils. Léo avait grandi en étant témoin de situations qu'aucun enfant ne devrait voir. Et Marc était trop occupé, trop absent, pour s'en rendre compte. Claire, qui observait tout de loin, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les dessins de Léo étaient une preuve qu'elle n'avait pas prévue. Elle ne pouvait pas invoquer un malentendu ou une confusion quand il y avait une preuve visuelle créée par son propre fils. Un enfant ne mentait pas dans ses dessins, il se contentait de dépeindre ce qu'il voyait. Martine tourna son attention vers Claire. « Madame Claire, je dois vous demander de m'accompagner pour un entretien privé. Camille, s'il vous plaît, continuez de documenter la résidence. » Dans la salle à manger, loin des autres, Martine s'assit face à Claire. Son expression était sérieuse et professionnelle. « Je vais être direct. Les preuves indiquent un schéma systématique de négligence émotionnelle et de séquestration d'une personne âgée vulnérable. C'est très grave. De plus, il semble qu'un enfant ait été exposé de manière répétée à ces situations traumatisantes. » Claire tenta de garder sa contenance. « Je me suis occupée de ma belle-mère pendant des années. Je lui ai donné un toit, de la nourriture, tout ce dont elle avait besoin. Si à certains moments j'ai dû être plus ferme, c'était pour son bien. Être ferme n'inclut pas d'enfermer quelqu'un dans un placard pendant toute une nuit, répondit Martine sans détour. Et cela n'inclut certainement pas d'exposer un enfant à ce type d'environnement toxique. Je vais recommander que Madame Thérèse ne retourne pas dans cette maison tant que des mesures de protection n'auront pas été établies. Et je vais aussi suggérer un suivi psychologique pour votre fils. »« Vous ne pouvez pas faire ça, dit Claire, sa voix révélant enfin son désespoir. C'est ma maison. Léo est mon fils. C'est la maison de Monsieur Marc, techniquement. Et Léo est un enfant qui a besoin de protection, tout comme Madame Thérèse. Mes recommandations iront dans un rapport officiel qui sera envoyé aux autorités compétentes. » Pendant ce temps, à l'hôpital, Thérèse commençait à se remettre physiquement. La perfusion l'avait aidée contre la déshydratation et elle arrivait maintenant à garder les yeux ouverts plus longtemps. Jeanne restait à ses côtés, lui tenant la main, lui offrant des mots de réconfort. « Jeanne, » dit Thérèse d'une voix faible, « merci d'être restée avec moi. Tu as toujours été gentille quand personne ne regardait. » Jeanne lui serra la main avec affection. « J'aurais dû faire plus. J'aurais dû avoir du courage plus tôt. » Le docteur Lefebvre entra dans la chambre avec une tablette à la main. « Madame Thérèse, comment vous sentez-vous ?»« Mieux, docteur. Physiquement, du moins. C'est une bonne chose. Mais je veux vous parler des prochaines étapes. Vous ne pouvez pas retourner dans cette maison tant que la situation n'est pas complètement résolue. Je vais recommander que vous restiez dans un environnement sûr, peut-être avec votre fils, ou dans une résidence assistée temporaire, si vous préférez. » Thérèse acquiesça lentement. « Je veux juste voir mon petit-fils. J'ai besoin de savoir qu'il va bien. »« Je suis sûre que cela sera organisé, » assura la doctoresse. « Votre fils est informé de tout en ce moment même. » De retour à l'hôtel particulier, Marc montait les escaliers en direction de la chambre de Léo. Il devait voir son fils, le serrer dans ses bras, le protéger. Il ouvrit la porte doucement. Léo était assis par terre, entouré de jouets, mais il ne jouait pas. Il regardait simplement par la fenêtre avec une expression trop lointaine pour un enfant de 5 ans. « Léo » appela Marc doucement. Le garçon se tourna et ses yeux s'illuminèrent en voyant son père. « Papa, tu es revenu. » Marc s'agenouilla et ouvrit les bras. Léo courut s'y jeter. Père et fils restèrent enlacés un long moment. Marc avait le cœur brisé. Comment n'avait-il pas remarqué le poids que son fils portait? « Léo, je dois te parler d'une chose importante. Peux-tu être sincère avec moi ?» Le garçon acquiesça, mais ses yeux montrèrent de la peur. « Je vais être puni. »« Non, mon fils, tu n'as rien fait de mal. En réalité, ce sont les adultes qui ont eu tort. J'ai eu tort. » Marc prit une grande inspiration. « Dis-moi, est-ce que tu voyais quand maman était méchante avec mamie ?» Léo regarda vers le bas, se mordant la lèvre. Sa voix sortit dans un murmure. Maman disait des choses méchantes. Elle disait que mamie dérangeait. Parfois, elle mettait mamie dans l'endroit tout noir sous l'escalier. Marc sentit la bile monter. « Et tu as vu ça arriver plusieurs fois ?» Le garçon acquiesça, les larmes commençant à couler. « Je faisais des dessins pour que mamie ne soit pas triste.
Je l'ai laissé dans sa chambre. Mais maman m'a dit de ne pas te le dire. Elle a dit que tu serais en colère contre nous. » Marc serra son fils encore plus fort. « Je ne serai jamais en colère contre toi pour avoir dit la vérité. Jamais. Et je suis désolé, mon fils. Je suis désolé de ne pas m'en être rendu compte. De ne pas vous avoir protégé, toi et mamie. »« Est-ce que mamie va aller bien ?» demanda Léo d'une voix tremblante. « Oui, elle ira bien. Et toi aussi. Je vais m'occuper de vous deux, je te le promets. » À ce moment-là, Marc prit une décision. Peu importait ce que Claire menaçait de divulguer, peu importait ce qui pourrait arriver à son entreprise ou à sa réputation. Rien de tout cela ne valait plus que la sécurité de sa mère et de son fils. Il avait bâti un empire, mais il avait failli perdre sa famille dans le processus. Il était temps de revoir ses priorités. Il descendit les escaliers avec Léo dans les bras et trouva Martine terminant son rapport. L'assistante sociale le regarda avec sérieux. « Monsieur Marc, nous avons terminé l'inspection. Mon rapport sera clair sur la gravité de la situation. Je vous recommande vivement de prendre des mesures immédiates pour protéger votre mère et votre fils. » C'est décidé. Claire va quitter cette maison aujourd'hui. Je vais faire en sorte que ma mère vive avec moi et Léo dans un environnement sûr. Et je vais chercher tout le soutien nécessaire, légal et psychologique pour nous tous. Claire, qui écoutait tout depuis la salle à manger, sortit comme une furie. « Tu ne peux pas m'expulser de ma propre maison. »« Ce n'est pas ta maison, » dit Marc avec un calme qui cachait une tempête intérieure. « Elle est à mon nom. Et après ce que tu as fait, tu ne restes pas une minute de plus ici. Tu peux faire tes valises ou partir avec ce que tu as sur le dos. C'est toi qui choisis. » « Je t'ai prévenu, Marc. J'ai les documents. J'ai de quoi te détruire. » Marc la regarda avec une expression que Claire n'avait jamais vue auparavant. C'était un mélange de déception profonde et de détermination inébranlable. « Fais ce que tu veux, Claire. Divulgue ce que tu as. J'assumerai les conséquences. Mais ma mère et mon fils ne restent pas une seconde de plus sous ton contrôle. » Antoine, qui observait tout, ressentit un profond respect pour Marc à ce moment-là. L'homme d'affaires avait enfin trouvé ce qui comptait vraiment. Claire comprit qu'elle avait perdu le contrôle, perdu la partie, perdu tout. Son expression passa de la colère à quelque chose de plus calculateur. « Très bien, je m'en vais. Mais ce n'est pas fini, mon avocat va prendre contact. Je veux un partage juste des biens, et je veux des droits de visite pour mon fils. Les droits de visite seront discutés avec des assistantes sociales et des psychologues, intervint Martine. D'après ce que j'ai vu aujourd'hui, tout contact avec l'enfant devra être supervisé jusqu'à ce qu'une évaluation complète soit réalisée. » Claire monta les escaliers lourdement, claquant la porte de la chambre conjugale. Elle commença à jeter des vêtements et des objets personnels dans des valises de manière désordonnée. Son esprit travaillait déjà au coup suivant. Elle n'allait pas abandonner si facilement. Elle avait ces documents compromettants sur Marc. Elle connaissait les affaires de la famille. Et elle avait des contacts, des avocats coûteux qui pourraient transformer cette situation en sa faveur. Mais il y avait quelque chose que Claire ne savait pas. Quelque chose qui allait complètement changer la donne. Marc prit son téléphone et passa un appel. « J'ai besoin de te parler. C'est urgent. »« Oui, à propos de ces contrats dont nous avons discuté le mois dernier. J'ai besoin de ton aide. » À l'autre bout du fil se trouvait Frédéric, le frère de Marc. Frédéric travaillait dans l'entreprise familiale, s'occupant de la partie financière et administrative. Il avait toujours été perçu comme le frère fiable, l'organisé, celui en qui Marc plaçait une confiance totale pour faire tourner les affaires pendant ses voyages. Frédéric écouta le résumé de ce qui s'était passé et sa voix parut inquiète. « Mon Dieu, Marc, je ne savais rien de tout ça. Claire a toujours semblé si convenable. » « Eh bien oui. Moi non plus, je ne savais pas. Mais maintenant, j'ai besoin de toi. » Elle menace de divulguer des informations sur des contrats douteux. Tu sais quelque chose à ce sujet? Il y eut une pause à l'autre bout, une pause beaucoup trop longue. Marc, nous devons nous parler en personne. Le ton de voix de son frère alluma une alerte dans l'esprit de Marc. Frédéric, de quoi parles-tu? Pas au téléphone. Je viens chez toi tout de suite. Je serai là dans 20 minutes. Quand l'appel se termina, Marc resta avec une sensation étrange dans l'estomac. Il y avait quelque chose dans la voix de Frédéric qu'il n'arrivait pas à identifier,
quelque chose qui sonnait comme de la culpabilité. Martine et Camille terminèrent leur rapport et se préparèrent à partir. « Monsieur Marc, vous recevrez une copie officielle de notre rapport sous 48 heures. Je vous recommande de prendre conseil juridiquement pour la suite. Et s'il vous plaît, tenez-nous informés de l'endroit où se trouve Madame Thérèse pour le suivi. » « Je le ferai. Merci pour votre travail. » Après le départ des assistantes sociales, l'hôtel particulier retomba dans un silence pesant. Léo s'était endormi sur le canapé, épuisé émotionnellement. Jeanne appela depuis l'hôpital pour dire que Thérèse était stable et se reposait. Antoine proposa de rester jusqu'à ce que Claire ait quitté définitivement la maison, s'assurant que rien ne soit détruit ou emporté indûment. Claire descendit avec 3 valises et une expression de pure froideur. Elle ne regarda pas Marc, ne dit pas au revoir à son fils qui dormait. Elle se dirigea simplement vers la porte. Mais avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Tu vas le regretter, Marc. Tu verras à quel point tu vas le regretter. » La porte se referma derrière elle. Et pour la première fois depuis des années, la demeure des Beaumont respira, soulagée. Mais la tempête était loin d'être finie, car Marc ne connaissait pas encore toute la vérité. Il ne savait pas encore que la trahison venait de bien plus près qu'il ne l'imaginait, et que les jours suivants apportèrent des révélations qui ébranleraient tout ce qu'il pensait savoir sur sa propre famille. Le lendemain se leva sous un ciel gris sur Paris, des nuages lourds menaçant de pluie à tout instant. Marc n'avait presque pas dormi. Il avait passé la nuit entière à réfléchir à cet appel mystérieux, essayant d'identifier la voix, spéculant sur les secrets qui pouvaient encore être cachés. Ne suffisait-il pas de découvrir que son épouse avait torturé psychologiquement sa mère pendant des années? Que pouvait-il y avoir de plus? À 11h30 du matin, Marc gara sa voiture près du Café des Arts, un établissement traditionnel du centre-ville qui existait depuis des décennies. L'endroit était animé comme toujours, rempli de cadres en pause déjeuner, d'étudiants avec leurs ordinateurs et de touristes admirant l'architecture classique du lieu. Marc entra et chercha quelqu'un qui semblait attendre. Il ne mit pas longtemps à l'identifier. Assis à une table au fond, portant un costume sombre et des lunettes de soleil même à l'intérieur, se trouvait un homme que Marc reconnut immédiatement. Son cœur s'emballa. C'était Frédéric, son frère cadet. Frédéric avait 37 ans, 5 de moins que Marc. Il avait toujours été le fils le plus distant, celui qui avait choisi de faire carrière dans le droit des affaires plutôt que d'entrer dans l'entreprise familiale. Marc lui faisait une confiance aveugle. Frédéric gérait tous les aspects légaux de l'entreprise, avait procuration pour agir au nom de Marc et connaissait chaque détail financier de l'empire qu'ils avaient bâti ensemble. Ou du moins, c'est ce que Marc pensait. « Frédéric, » dit Marc en s'approchant de la table, la voix tendue. « C'est toi qui as appelé ? Assieds-toi, grand frère. Nous devons parler. » La voix de Frédéric était différente. Il y avait une froideur que Marc n'avait jamais remarquée auparavant. Marc s'assit, les muscles contractés. « De quoi s'agit-il ? Quels sont ces secrets que tu as mentionnés ?» Frédéric retira ses lunettes de soleil, révélant des yeux fatigués mais calculateurs. « Avant toute chose, je veux que tu saches que je n'ai aucun remords pour ce que j'ai fait. Tout a été pensé, planifié et exécuté avec précision. La seule chose sur laquelle je n'avais pas compté, c'est l'incompétence de Claire à rester discrète. » Marc sentit son sang se glacer. « De quoi parles-tu » Frédéric commanda un café au serveur avant de continuer. « Tu as toujours été le fils prodigue, n'est-ce pas? Le premier-né que maman adorait. Celui qui a eu tout le soutien pour ouvrir l'entreprise. Pendant ce temps, j'ai été oublié, mis de côté, traité comme secondaire. Tu sais combien de fois notre mère a comparé mes réussites aux tiennes? Combien de fois j'ai entendu dire que je devrais être plus comme toi? » Marc secoua la tête, incrédule. « Frédéric, ce n'est pas vrai. Maman t'a toujours aimé autant que moi. » « Elle t'a toujours aimé plus, » corrigea Frédéric avec amertume. « Mais peu importe maintenant. Ce qui compte, c'est que j'ai compris il y a des années que si je voulais avoir ce que je méritais, je devais le prendre. Et c'est exactement ce que j'ai fait. » Le serveur apporta le café. Frédéric but lentement, savourant le moment avant de poursuivre. « J'ai connu Claire avant toi, tu le savais. Elle était stagiaire dans le cabinet où je travaillais. Une femme ambitieuse, intelligente et tout à fait disposée à faire le nécessaire pour réussir. C'est mon idée de te la présenter. » Marc sentit comme si le sol se dérobait sous ses pieds. «
Tu as orchestré mon mariage ?» ?»« J'ai orchestré bien plus que ça. » Frédéric sourit, mais c'était un sourire sans chaleur. « Claire et moi avions un accord. Elle t'épouserait, gagnerait ta confiance, et ensemble nous travaillerions à isoler notre mère. Tu vois, Marc, tant que maman est vivante et lucide, elle a des droits sur une partie du patrimoine familial. L'hôtel particulier où vous habitez, par exemple, est encore partiellement à son nom. Il y a des investissements, des actions, des propriétés, tout ce qu'elle a accumulé au fil des ans. Et vous vouliez lui voler ça, chuchota Marc, la voix rauque d'horreur. « Nous voulions ce qui nous revient de droit, » répondit froidement Frédéric. Le plan était simple. Claire te convainquait que maman perdait la tête. Des épisodes de confusion, des oublis, un comportement erratique. Petit à petit, tu aurais accepté de chercher une aide spécialisée. Finalement, une mise sous tutelle. Avec maman sous tutelle, j'aurais pris le rôle de tuteur légal, puisque j'ai la procuration et que je suis avocat. Et alors tout le patrimoine nous aurait été transféré progressivement. « Vous êtes des monstres, » dit Marc, les mains tremblant de rage. « Ma propre mère, ta propre mère. » Frédéric haussa les épaules. Les affaires sont les affaires. Mais Claire a commencé à devenir négligente. Les humiliations, l'isolement, passent encore. Cela faisait partie du plan. Mais enfermer maman dans des placards, c'était trop. C'était émotionnel, personnel, et ça a attiré trop l'attention. Quand j'ai su que tu avais tout découvert, j'ai compris que je devais me distancier de Claire avant qu'elle ne m'entraîne dans sa chute. « C'est pour ça que tu as appelé, » réalisa Marc. « Pour te sauver, pour rejeter toute la faute sur elle. » « Exactement. » Frédéric termina son café. « Je vais témoigner contre Claire. Je dirai qu'elle a agi seule, que je ne savais rien. J'ai des documents qui prouvent ma version. Des emails où je remettais soi-disant en question le traitement qu'elle infligeait à maman. Des enregistrements de conversations où je montrais mon inquiétude. » Marc se leva brusquement, renversant sa chaise. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça. » Frédéric resta assis, calme. « Tu n'as aucune preuve contre moi, Marc. Tout a été fait par l'intermédiaire de Claire. C'est elle qui a signé les documents. C'est elle qui s'occupait de maman. C'est elle qui a fait ses choix. Je ne suis que l'avocat de la famille qui, malheureusement, a été trompé par sa belle-sœur manipulatrice. »« Vous avez oublié quelque chose » dit une voix derrière eux. Les deux frères se retournèrent. Martine, l'assistante sociale, était là, accompagnée de 2 enquêteurs privés que Marc avait engagés la nuit précédente, suivant un pressentiment. Et ils portaient tous de petits enregistreurs discrets. « Chaque mot de cette conversation a été enregistré, » dit Martine avec satisfaction. « Et cela sera remis aux autorités compétentes dès aujourd'hui. » Le visage de Frédéric devint livide. « C'est illégal. Enregistrement sans consentement. » En réalité, informa l'un des enquêteurs, « Monsieur Marc nous a engagés pour enquêter sur d'éventuelles irrégularités financières et fautes professionnelles familiales. Nous avons l'autorisation légale de documenter des preuves, et vous venez de confesser votre participation à un complot de manipulation et de tentative d'appropriation illicite de patrimoine par des moyens frauduleux. » Frédéric tenta de se lever, mais le second enquêteur bloqua sa sortie. Marc regarda son frère avec un mélange de tristesse et de dégoût. « J'avais confiance en toi. Je t'ai donné accès à tout, et tu t'en es servi pour détruire notre mère. » Frédéric ne répondit pas. Son masque de confiance était enfin tombé, révélant seulement la panique et le désespoir. Les enquêteurs escortèrent Frédéric hors du café. Martine resta un moment avec Marc. « Monsieur Beaumont, je sais que cela doit être dévastateur. Découvrir que votre épouse et votre frère ont conspiré contre votre mère. » Marc se rassit, la tête entre les mains. « J'ai échoué envers elle de toutes les manières possibles. Je n'ai pas vu les menaces qui étaient juste sous mon nez. » « Mais vous les voyez maintenant, » dit Martine avec douceur, « et vous faites ce qu'il faut, c'est ce qui compte. » Dans les semaines qui suivirent, toute la vérité éclata. Les enquêteurs trouvèrent une piste étendue de documents manipulés, de transferts financiers suspects et de communications entre Frédéric et Claire, prouvant la conspiration. Frédéric avait détourné les ressources de l'entreprise graduellement, créant un réseau complexe de comptes fantômes et d'investissements occultes. L'objectif final était de déclarer Thérèse incapable, de prendre sa tutelle et ensuite, lentement, de vider tout le patrimoine qui était encore à son nom. Claire, confrontée aux preuves,
et réalisant que Frédéric l'avait trahi en avouant et en essayant de rejeter toute la faute sur elle, finit par craquer. Elle fournit aux enquêteurs tous les détails du complot, y compris des enregistrements de conversations avec Frédéric où ils discutaient ouvertement de leur plan. C'était sa vengeance contre l'homme qui avait tenté de l'utiliser comme bouc émissaire. La situation légale évolua rapidement. Frédéric fut démis de toutes ses fonctions dans l'entreprise et fit face à des poursuites pour abus de confiance, fraude documentaire et complot. Claire, bien qu'ayant collaboré aux enquêtes, fit tout de même face à des conséquences sévères pour ses actes contre Thérèse. Tous deux auraient un long chemin à parcourir devant les tribunaux. Mais pour Marc, le plus important était sa mère. Thérèse sortit de l'hôpital après une semaine. Marc transforma complètement sa chambre dans l'hôtel particulier. Les murs furent repeints dans des tons chauds de beige et de jaune clair. De nouveaux rideaux laissaient entrer la lumière du soleil, et des photographies de famille encadrées étaient de partout. Il rapporta tous les objets personnels que Claire avait cachés au fil des ans, chaque souvenir précieux que Thérèse gardait du passé. Sa chambre avait maintenant de la vie, de la couleur, de l'amour. Léo aussi connut des changements. Marc l'emmenait chaque semaine à des séances de thérapie infantile, où le garçon traitait lentement tout ce dont il avait été témoin. Les dessins tristes furent progressivement remplacés par des images plus joyeuses, des fleurs, du soleil, la famille réunie et souriante. Un après-midi, 3 mois après les événements de ce Noël fatidique, Thérèse était assise dans le jardin de la maison. Marc avait engagé un paysagiste pour revitaliser l'espace, et il y avait maintenant des roses en fleurs, un petit bassin avec des carpes et des bancs en bois sous l'ombre de vieux arbres. Jeanne apporta du thé glacé et des biscuits. Depuis que Marc avait repris totalement la gestion de la maison, elle travaillait dans des conditions complètement différentes. Un salaire digne, des congés respectés et par-dessus tout, un environnement de respect et de gentillesse. « Madame Thérèse, j'ai apporté vos biscuits préférés, » dit Jeanne avec un sourire sincère. « Merci, ma chère. Assieds-toi un peu ici avec moi. » Jeanne s'assit sur le banc à côté de Thérèse. Les deux femmes avaient développé un lien profond à travers le traumatisme partagé et la guérison progressive. « Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que tout ait autant changé, » confessa Thérèse. « Je me réveille le matin et j'attends encore de voir ces murs blancs et froids. J'attends encore d'entendre sa voix me dire que je suis un fardeau. » Jeanne lui serra la main. « Mais ensuite, vous vous réveillez vraiment, et vous voyez que vous êtes en sécurité, que vous êtes aimé, que vous avez de la valeur. » Thérèse sourit, mais il y avait des larmes dans ses yeux. « Tu sais ce qui me faisait le plus mal ? Ce n'était pas le placard, ce n'étaient pas les mots cruels. C'était la sensation que mon propre fils ne me voyait pas, que j'étais devenu invisible pour la personne que j'ai le plus aimée au monde. Il vous voit maintenant, dit Jeanne, et il ne cessera jamais de vous voir. » Comme invoqué par ces mots, Marc apparut dans le jardin, tenant Léo par la main. Le garçon courut vers sa grand-mère et sauta sur ses genoux. « Mamie, mamie, regarde ce que j'ai dessiné à l'école aujourd'hui. » C'était un dessin coloré d'une maison avec 3 personnes devant. Il pointa chaque silhouette. « Ça c'est papa, ça c'est mamie, et ça c'est moi. On est une famille heureuse. » Thérèse embrassa son petit-fils, laissant enfin couler ses larmes. « Oui, nous le sommes, mon amour. Nous sommes une famille heureuse. » Marc s'assit dans l'herbe aux pieds de sa mère. Il s'était un peu éloigné des affaires, déléguant plus de responsabilités et privilégiant du temps de qualité avec sa famille. Il avait découvert que l'empire qu'il avait bâti ne valait rien s'il coûtait le bonheur des gens qu'il aimait. « Maman, » commença-t-il après un moment, « je veux que tu saches que je passerai le reste de ma vie à compenser le temps que j'ai gaspillé. Les moments où je n'ai pas été présent, les fois où j'ai choisi le travail plutôt que toi. » Thérèse posa sa main sur les cheveux de son fils, le caressant comme elle le faisait quand il était enfant. « Mon fils, tu m'as déjà fait le plus beau cadeau possible. Tu m'as vu. Après avoir été invisible si longtemps, tu m'as enfin vu. Et tu as agi. C'est tout ce qu'une mère peut demander. »« Ce n'est pas assez, » insista Marc, « mais c'est un début. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, la famille dîna ensemble à la grande table de la salle à manger. Il n'y avait plus de repas, isolés dans des chambres froides. Il n'y avait plus de silence tendu. Il y avait de la conversation, des rires, Léo racontant des histoires d'école,
Thérèse partageant des souvenirs du passé, Marc planifiant un voyage à la mer pour les prochaines vacances. Jeanne servait le repas, mais Marc insista pour qu'elle s'assoie aussi à table. « Tu fais partie de cette famille, dit-il, et dans cette maison, la famille mange ensemble. » C'est au moment du dessert que Thérèse fit une annonce. « J'ai recommencé à écrire. Pas seulement un journal de mes douleurs, mais des histoires, de bons souvenirs. Je veux que Léo sache d'où il vient, la force qui existe dans notre famille. Je veux qu'il grandisse en sachant que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours un espoir de lumière. » Marc sourit, fier. « Je le publierai pour toi. Nous transformerons tes mots en un livre. » Léo frappa dans ses mains, tout joyeux. « Je vais lire toutes les histoires de mamie. » Des semaines plus tard, vint le jour de l'audience préliminaire de Claire et Frédéric. Marc ne s'y rendit pas. Il décida que leur accorder de l'attention serait leur donner un pouvoir qu'ils ne méritaient plus. Au lieu de cela, il passa la journée avec Thérèse à visiter un musée d'art qu'elle avait toujours voulu voir, mais n'en avait jamais eu l'occasion. Ils marchèrent à travers les galeries, admirant des peintures de maîtres, des sculptures qui racontaient des histoires de résistance et de dépassement de soi. À un moment donné, ils s'arrêtèrent devant une toile montrant une femme âgée, entourée d'une lumière dorée, un sourire serein sur le visage. « C'est magnifique, » commenta Thérèse. « C'est toi, dit Marc, forte, survivante, pleine de ta propre lumière. » Thérèse regarda son fils avec amour. « Tu sais ce que j'ai appris de tout cela, que le silence peut être aussi bien une prison qu'une arme. J'ai tué ma douleur en pensant que je te protégeais, mais le silence n'a fait qu'alimenter le mal. Maintenant, j'ai appris à parler, à exister à voix haute, à occuper l'espace sans m'excuser. Et moi, j'ai appris à écouter, répondit Marc. Écouter vraiment. Pas seulement attendre mon tour pour parler, mais être présent, attentif, disponible. » Ils sortirent du musée main dans la main, comme ils le faisaient quand Marc était enfant. Le soleil de l'après-midi baignait Paris dans des tons orangés et dorés. La ville continuait son rythme frénétique, mais pour eux, ce moment était une paix absolue. Les mois se transformèrent en une année. L'hôtel particulier du 16e fut vendu. Marc acheta une maison plus petite, plus chaleureuse, dans un quartier boisé où Léo pouvait jouer dans le jardin et où Thérèse avait son propre potager. Ils n'avaient pas besoin d'ostentation. Ils avaient besoin d'un foyer. Frédéric finit par accepter un accord. Il perdit tous ses droits sur l'entreprise familiale, dut rembourser chaque centime détourné et fit face à des conséquences professionnelles qui mirent fin à sa carrière d'avocat. Claire, sans ressources et sans alliés, fit face à des mesures plus sévères. Tous deux devinrent des exemples de la façon dont l'avidité et la cruauté détruisent non seulement les victimes, mais aussi les coupables. Thérèse s'épanouit. Elle reprit ses cours de peinture qu'elle avait abandonnés des décennies plus tôt. Elle rejoignit un club de lecture avec d'autres dames du quartier. Elle se fit de vrais amis, rit sincèrement, vécut pleinement. Les marques du traumatisme ne disparaîtraient jamais complètement, mais elles ne la définissaient plus. Léo grandissait entouré d'amour et d'exemples sur la façon d'affronter l'adversité avec dignité. Il apprit très tôt que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais un choix quotidien d'être présent, de soigner, de valoriser l'autre. Et Marc, l'homme d'affaires qui avait failli perdre tout ce qui comptait vraiment par aveuglement, se transforma. Il continua à réussir dans les affaires, mais il mesurait désormais le succès différemment. Non plus en chiffres ou en conquêtes, mais en dîners partagés, en rires sincères, et dans la certitude que les personnes qu'il aimait savaient exactement à quel point elles étaient aimées. Lors d'une nuit de Noël, exactement 1 an après cette veille terrible, la famille se réunit à nouveau. Mais cette fois, c'était une célébration authentique. Le sapin brillait dans le coin du salon, les cadeaux étaient empilés dessous, l'arôme de la cannelle et de la dinde farcie parfumait toute la maison. Thérèse était assise dans le fauteuil principal, Léo sur ses genoux tandis que Marc servait du vin et du jus de fruits. Jeanne avait été invitée avec ses propres enfants qui jouaient avec Léo comme s'ils étaient cousins. Quand l'horloge sonna minuit, ils s'enlacèrent, et dans cette embrassade se trouvait tout ce qui importait. Le pardon, le nouveau départ, l'amour inconditionnel, et la promesse silencieuse qu'il ne permettrait plus jamais au mal de se cacher derrière de faux sourires et des silences complices. Thérèse regarda autour d'elle, vers les personnes réunies dans sa nouvelle maison,
et ressentit une gratitude profonde. Elle avait survécu à l'obscurité, elle avait retrouvé la lumière, et plus important encore, elle avait récupéré sa voix, sa dignité et sa place dans le monde. Noël, qui fut un jour synonyme de douleur et de solitude, représentait maintenant la renaissance. Et tandis que la nuit avançait au son des musiques, des histoires et des rires, tous savaient que ce n'était que la première de nombreuses célébrations à venir. Car enfin, après tant de souffrances, ils avaient retrouvé le chemin les uns vers les autres. Et cette fois, ils ne laisseraient rien ni personne les séparer à nouveau. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Thérèse et de Marc a touché votre cœur en profondeur. Si vous avez été ému par ce voyage de douleur, de révélation et de renouveau, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et racontez-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent les aspects les plus profonds de l'âme humaine, les défis des relations familiales et la force nécessaire pour briser les cycles de souffrance. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à vous proposer ces récits qui nous font réfléchir sur nos propres relations et nos choix. Nous vous attendons pour le prochain épisode avec une nouvelle histoire qui bousculera vos émotions et vous fera réfléchir sur le véritable sens de la famille, de l'amour et du pardon.